je vais me concentrer sur les grandes caractéristiques récentes d'une histoire qui est certes européanisée, mais qui, pour être européanisée, a d'abord été américanisée, et dans une mesure qu'on ignore complètement, parce que la question est littéralement taboue en France, tandis que, je tiens à le dire, c'est une question qui est amplement abordée et discutée dans l'historiographie anglophone, notamment dans l'historiographie américaine, que les chercheurs, soit des chercheurs, je dirais, à statut quasiment officiel, à très grande carrière, ou qu'il s'agisse de ce qu'on peut appeler les chercheurs critiques, catégorie qui a, sur le plan académique, et je maintiens et je revendique le terme académique, qui a disparu chez nous. Il est clair que la situation semble absolument désespérée, l'est d'ailleurs sur le court terme. Je vais essayer, puisque beaucoup de choses ont été dites, et parce que j'ai donné des éléments supplémentaires qui figurent sur mon site, je vais essayer de montrer en 3 parties essentielles pourquoi, comment et pourquoi nous en sommes arrivés là, sachant que ce que je vais dire reprend évidemment un certain nombre d'analyses qui ont été émises dans l'édition de 2012 d'un ouvrage qui s'appelle « L'histoire contemporaine, toujours sous influence », et que 2 articles qui figurent sur mon site, qui ont été envoyés cette semaine, développent des aspects que je n'aurai pas le temps de développer, en montrant ce qu'est devenu chez nous l'historiographie de la révolution russe. Mon collègue a tout à l'heure parlé de la droitisation. Je crois que là, on peut mesurer ce qu'est la droitisation, y compris d'ailleurs, pour ne pas dire, surtout avec une vision de gauche de cette abominable révolution russe de novembre 1917. Et puis un autre article, long article, qui s'appelait « L'académisme contre l'histoire », lors d'une péripétie historique, j'allais dire historico-électorale, qui a eu lieu au printemps de 2019, où, vous le savez, amenés à voter une fois de plus sur les questions européennes, nous avons été sollicités par d'éminents historiens européens de l'Europe, parmi lesquels évidemment des historiens français, notamment via Le Monde, et même à 2 reprises, nous avons été sollicités de ne pas croire à tout ce qui pouvait se raconter de méchant sur les saints-pères de l'Europe, et notamment sur Robert Schuman, Jean Monnet et Walter Hallstein. Donc je considérerais que vous aurez là les éléments complémentaires, et je vais reprendre les choses là où Fadi Kassem les a arrêtés, puisqu'il a évoqué le rôle très important de la décennie 1970, rôle en effet très important qui permet déjà de mesurer l'avance de la droitisation qu'il a décrite, qui s'est produite sous l'effet de facteurs souvent très très antérieurs à la période, antérieurs même à l'après-Deuxième Guerre mondiale, puisque ce dont je vais parler, c'est-à-dire dans un premier temps ce que d'autres avant moi ont appelé la guerre culturelle américaine, c'est quelque chose, et c'est presque absolument ignoré en France, c'est quelque chose qui a été développé, qui s'est logiquement développé dans l'entre-deux-guerres, puisqu'aussi bien l'impérialisme américain hégémonique ne s'est pas déployé en Europe exclusivement, comme un certain nombre d'historiens insuffisamment cultivés l'affirment, après 1945, mais s'est déployé à la faveur et au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans laquelle l'impérialisme américain a joué un rôle absolument déterminant. Il s'agit d'une guerre culturelle. Comme l'ont très bien montré
d'abord ceux qu'on appelait les historiens révisionnistes, au bon sens du terme, toute révision de l'histoire étant, je dirais, normale par nature. Nous passons notre temps, quand nous sommes historiens scientifiques, à réviser, à compléter des vieilles versions. Et d'ailleurs, si on travaille sur un sujet, on se rend bien compte que 30 ans après ou 40 ans après, on a des choses à dire nouvelles, que quelquefois on a des problématiques nouvelles. Cette histoire culturelle ou cette conquête culturelle américaine, elle est bien entendu un des aspects complètement ignorés de la conquête économique par les États-Unis de l'espace mondial, c'est-à-dire par ce programme de l'impérialisme américain qui prévoit non pas une contribution à un partage d'influence entre pays impérialistes rivaux, mais tout, exactement comme Hay, le secrétaire d'État, en 1899, exige la porte ouverte en Chine et prévient les Européens qu'il ne s'agit pas de s'y opposer. Historiographie révisionniste d'un côté, je pense en particulier à l'apport considérable du grand historien, très grand historien américain William Appleman Williams, dont je vous renvoie à tous les ouvrages, sachant qu'un de ses ouvrages, pas traduit comme les autres, qui s'appelle « Les contours de l'histoire américaine », a été republié en 2011, il est mort dans les années 1980, et que cette conquête culturelle, elle est un des éléments majeurs que nous mesurons aujourd'hui, sans en connaître les origines, de ce que un politiste néerlandais, qui lui aussi d'ailleurs a été récemment traité de complotiste, tout curieux étant désormais complotiste, un politiste néerlandais qui s'appelle Kees van der Pijl, ce qu'il a appelé la fabrication d'une classe dirigeante atlantique. L'hégémonie américaine passe par le ralliement des classes dirigeantes de l'ensemble des zones conquises ou à conquérir et évidemment d'une classe dirigeante atlantique qui ne distingue plus du tout, je dirais, de différence entre sa propre culture, ses propres intérêts et ceux du berger américain qui, comme disaient les policiers français en 1943, période, je dirais, où la liberté de ton dans la police, même de Vichy, était très forte, les classes dominantes considérant que seul le soldat anglais ou américain pouvait leur assurer la défense du coffre-fort qui n'était plus suffisamment assurée par les armées allemandes en déroute sur le front oriental. Alors, il s'agit d'une opération qui a été vraiment mise en place, je le répète, avant la guerre, mais je n'ai pas le temps de le dire ici, je le dirai dans un prochain livre, et puis après la guerre, mais qui a été, pour sa phase contemporaine, véritablement mise au point avant la fin de la guerre, pendant la guerre, sous l'égide de l'Office of Strategic Services, c'est-à-dire de l'OSS, c'est-à-dire du prédécesseur direct de la centrale américaine de renseignement, plus connue sous son sigle de CIA, elle datant de juillet 1947, sachant que, et il faut le savoir et personne ne le sait en France, le dispositif culturel et en particulier le dispositif historique est mis en train au sein de l'OSS à partir de 1942 via le développement de ce qu'on appelle les aires stratégiques, puisque les études d'air, Area Studies, et que ce sont ces études d'air, ces études de zone, destinées à faire pièce explicitement au marxisme, auquel la guerre et l'occupation des territoires européens
ont donné les joues roses et risquent de rosir les joues encore plus. Il s'agit donc d'établir définitivement dans l'Europe à conquérir, et j'y insiste, dans l'ensemble du monde, car des area studies, il n'y en a pas que pour l'Europe. Il s'agit de casser le marxisme et en tout point, sur le plan culturel, historique, culturel général, de casser le marxisme et, bien entendu, d'avoir des intellectuels, de s'appuyer sur des intellectuels qui comprendront ces nécessités. Ce programme est donc mis au point comme espèce d'annexe d'un programme de conquête qu'on ignore en fait en général et que moi j'ai découvert il y a déjà quelques décennies grâce à l'étude des relations entre le Vatican et les États-Unis, c'est-à-dire d'un programme qui n'est pas un programme, je dirais, de répartition des zones, qui n'est pas du tout un programme établi sur la base de Yalta en 1945, qui est un programme de conquête, c'est-à-dire de liquidation non seulement de la nouvelle zone d'influence soviétique dont les Américains pensaient encore en 1947 via leur ambassadeur, le grand financier Avril Harriman, que les soviétiques qui renonceraient parce qu'ils étaient tellement misérables qu'il suffirait de leur promettre $1 milliard de prêts pour qu'ils renonçassent à toute présence sur le sol européen non soviétique, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'un programme non seulement de liquidation de la zone soviétique d'influence qui effectivement se met en place en 1945, mais de l'Union soviétique elle-même. Alors, je dois dire, secteur qui est de plus en plus travaillé par des historiens, y compris des historiens officiels américains, dont le financement dépend officiellement du département d'État, du département de la Défense et de départements annexes, mais qui explique désormais très clairement que le programme est définitivement mis au point, notamment sous l'égide de George Kennan, ça viendra peut-être dans la discussion, et de son auxiliaire de la CIA, Frank Wisner, c'est-à-dire d'un programme non pas de containment, d'endiguement, mais un programme de rollback, c'est-à-dire un programme de liquidation, de refoulement du socialisme. Vous voyez, on a l'air à milieu de l'histoire, on est en plein dedans. D'ailleurs, une historienne ou une politiste, elle n'est pas historienne, elle n'était pas historienne, s'est saisie d'une partie de cette affaire dans un ouvrage dont je ne cesse de vanter les mérites, malheureusement, évidemment, en manquant des moyens d'assurer la démonstration en français, puisqu'il s'agit de Frances Saunders, une aristocrate britannique qui a bénéficié d'énormément d'accès de sources, d'accès aux sources, non seulement écrites, mais pour le coup orales, puisqu'elle a pu interviewer un lot énorme de dirigeants de la CIA qui ont œuvré à la guerre culturelle. C'est donc cette politiste qui a fait une histoire de la guerre culturelle américaine. Ça s'appelle, le titre américain, parce qu'il y a eu 2 éditions, c'est La CIA et le monde des arts et des lettres. Eh bien, il s'agit d'une organisation venue au jour au Congrès de Berlin de juin 1950, c'est-à-dire du Congress for Cultural Freedom. C'est toujours freedom, hein, tout est free, tout est libre. Voilà, le reste du monde, enfin le monde soviétique étant le symbole de la non-liberté et du totalitarisme, vieux concept. On y viendra peut-être dans la discussion, il ne date pas de la période actuelle. Hein. C'est une tarte à la crème de l'entre-deux-guerres dans la réaction anglophone, tant américaine qu'anglaise. Et donc Frances Saunders, dans cet ouvrage paru en 1999 et qui a jeté un énorme pavé dans la mare, a bénéficié d'une
nous donnait la possibilité d'une connaissance de cette offensive culturelle. Mais malheureusement, la traduction chez De Noël de 2003 n'a duré qu'un temps très limité. L'ouvrage maintenant vaut au marché noir à peu près 750-800 euros si vous êtes amateur. On ne peut même pas vous dire volez-le parce que il est consigné évidemment chez les lecteurs qui veulent bien en faire profiter d'autres. On ne peut pas y avoir accès. Et évidemment, ce qu'elle raconte sur le Congrès pour la liberté culturelle, c'est exactement ce qui s'est passé à l'université française. Et vous vous en doutez, avec une priorité pour toutes les sciences sociales, et notamment l'histoire. Alors, de ce que Fadi Kassem a dit tout à l'heure, nous avons traduit en français, malheureusement c'est le seul ouvrage traduit en français, un ouvrage que je vous recommande cependant, qui avait été publié en 2004 aux États-Unis, d'un élève de Paxton qui s'appelle Michael Scott Christopherson, et dont le titre, tel quel traduit, est Les intellectuels français contre la gauche, le moment antitotalitaire des années 1970. Alors, je dirais que le mot CIA, à la différence de Madame Saunders, où le mot CIA parcourt chaque page, le mot CIA est absent. Parce qu'elle, ce qu'elle a montré, c'est que ce financement gigantesque s'est fait via des fondations bona fide, comme on dit en latino, si je puis dire, en latino-américain, enfin en langue latine et en langue américaine, par des fondations très prestigieuses, la Carnegie, la Rockefeller, la Ford. Tout ça, tout l'argent venait des États, du département d'État, c'est via la CIA. Mais tout l'argent, hein. Bon, évidemment, en France, alors c'est d'un complotiste, c'est horrible. Mais Christopherson ne prononce pas le terme de CIA, sauf une fois dans son livre, hein, une fois, à propos du dossier Kravchenko. C'est amusant, parce qu'il ne s'agit en fait que ça. Mais si vous lisez bien le livre, qui a été traduit en 2014, 10 ans quand même, eh bien, il y analyse quelqu'un dont on est surpris d'ailleurs qu'il n'existe pas chez Frances Saunders, mais enfin, elle ne pouvait pas parler de tout. Le livre évoque le rôle de Furet, qui, vous le savez, avant de s'en prendre avec quelle vigueur au totalitarisme soviétique, avait réglé ses comptes avec la Révolution française, et en particulier avec l'infâme Soboul, qui lui en plus avait eu le poste de la Sorbonne. En voilà une idée. Vous savez que c'était une particularité de l'historiographie française, que même dans les périodes les plus réactionnaires, depuis l'entre-deux-guerres et depuis Mathiez, ma foi, ce n'étaient pas des anti-jacobins systématiques qui occupaient le poste de la Sorbonne. Donc là, on voit bien, et quand on lit entre les lignes, on voit bien qu'avec Furet, largement financé par les États-Unis, les choses avancent de manière gaillarde vers un contrôle via la gauche anticommuniste, qui est très diverse, hein, puisqu'elle va de l'extrême gauche à ce que j'appellerais la droite de la gauche. Hein. Maintenant, nous commençons un peu à serrer les choses, bien que peut-être l'extrême gauche soit moins étudiée. Il s'agissait donc, bien entendu, de diffuser l'idée que le totalitarisme était en train de perturber les intellectuels français, sans parler des autres, et donc il fallait trouver les relais. Le relais de l'alma mater a été un peu délicat, c'est-à-dire de l'université avec un grand U. Mais il y avait Sciences Po, c'est-à-dire l'ancienne école libre des sciences politiques, devenue Institut d'études politiques en 1945, et dont absolument rien n'était modifié, je dirais ni aux enseignants, quand ils n'étaient pas encore à la retraite,
ni au programme, ni aux objectifs. Or, tout s'est préparé via Sciences Po et a abouti, je dirais, à de premiers succès extraordinaires quand les États-Unis et un de leurs poulains, alors vous allez me dire que je suis vraiment très rapide, mais mon prochain livre sera, lui, très précis, lorsqu'un des poulains, l'intellectuel catholique et naguère d'extrême droite Jean-Baptiste Durosel, a été mandaté, d'ailleurs par l'archevêché de Paris et l'archevêque lui-même, Emmanuel Suard, pour aller aux États-Unis acquérir les méthodes de la guerre idéologique contre le totalitarisme soviétique. J'ai bien dit 1949-1951. Hein? Bien. Et donc, en 1964, je n'entre pas dans les détails, il est enfin élu, comme l'espèrent ses mandataires américains, et comme ils y ont manifestement beaucoup œuvré, il est élu à la Sorbonne. Il faut se rappeler que la Sorbonne est jusque dans les années 1960 le lieu central des thèses d'État, puisque vous savez que ce sont à l'époque les thèses d'État. Hors de la Sorbonne, je dirais, point de salut, point de thèse d'État, et par conséquent détenir à la fois la maîtrise de Sciences Po et la maîtrise de la Sorbonne donne des moyens absolument considérables. Moyens considérables dont témoigne le bilan de 1985 des succès remportés. C'est le deuxième aspect de mon intervention. Je ne citerai à cet égard, reprenant la méthode qu'a inaugurée Patrick Berthier ce matin, que deux exemples qui sont extraordinairement parlants. Et je dois dire, frappant par leur chronologie, cette chronologie qui a disparu de l'enseignement de nos chères têtes blondes et brunes. Diana Pinto, présumée historienne, regardez sa fiche Wikipédia, mais militante de l'expansion américaine, je vais dire en quoi, dans la revue catégorielle des professeurs d'histoire et géographie, historiens et géographes, publie, je prie tous ceux qui peuvent le faire de se procurer l'article, éventuellement d'ailleurs j'essaierai de le diffuser, publie en 1985, en mars 85, un article qui s'appelle « L'Amérique dans les livres d'histoire et de géographie des classes terminales françaises ». C'est un cri de victoire. Elle s'y félicite en particulier pratiquement de la victoire par chaos qui a été enregistrée dans la cuvée des manuels de 1983, dernière année de publication du manuel de Bouillon, de Jacques Bouillon, qui de 1980 à 1983 nous a, dans l'enseignement secondaire, j'ai été enseignante du secondaire avant d'être enseignante du supérieur, nous a donné une bouffée d'air pur qui s'est refermée 3 ans après. Alors, vraiment, je vous le recommande. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est très simple. Les États-Unis ont gagné la partie. Nouveau regard des historiens. Elle était encore mécontente à l'époque parce que la discipline, qui était étroitement associée, vous le savez, à l'histoire, jusque dans les concours de recrutement, c'est-à-dire la géographie, n'avait pas bien suivi le modèle. Ça y est, l'Union soviétique était au placard, elle commençait à être détestée, on ne connaissait d'elle que les aspects les plus sinistres, alors que la démocratie américaine s'était imposée. Elle disait même, vous voyez ce que c'est quand on est très riche, on a toujours le luxe de se soustraire à certaines contraintes. Elle disait même que l'euphorie de la conversion intellectuelle à l'antisoviétisme était un peu excessive quand on comparait les manuels français aux manuels américains, beaucoup plus nuancés, vous voyez. Mais comme elle disait, le zèle des néophytes est inévitable. Bien.
Alors, je vous donnerai évidemment, d'ailleurs, dans une des communications qui figure sur mon site, j'ai largement cité Madame Pinto, dont on pourrait être présentée comme historienne, elle l'est dans sa fiche Wikipédia. Mais c'est une historienne d'un type particulier. C'est-à-dire que c'est une personnalité affectée depuis quelques décennies à la conquête idéologique politique américaine de l'Europe, très présente sur le territoire européen après la chute du mur de Berlin. Vous voyez, vous regarderez sa fiche, vous comprendrez tout de suite. Membre fondateur de l'European Council on Foreign Relations, un des think tanks russophobes, voilà, lié à la fondation de George Soros. Enfin, vous voyez, là, je suis en train de m'égarer dans le complotisme insupportable qui va donner lieu d'ailleurs à un colloque contre lequel je viens de mettre en garde un de mes très érudits collègues, c'est-à-dire le colloque qui va se tenir au musée d'art du judaïsme les 18 et 19 novembre et qui porte sur la théorie des complots et qui se tient sous l'égide de Rudi Reichstadt, dont nous aurons certainement l'occasion de parler, pas à cause de ses titres universitaires qui sont minces, mais à cause de la fonction éminente que ces relations avec le Parti socialiste, et même au-delà du Parti socialiste, lui ont acquise et maintenue. Et puis, le deuxième, c'est-à-dire un extraordinaire rapport de décembre 1985 de la CIA. 85. Ça fait 36 ans. Eh bien, ce document, qui s'appelle, je le traduis, la France, défection des intellectuels de gauche, a research paper, un papier de recherche, un dossier de recherche, direction du renseignement, voilà, bureau de l'analyse européenne, confidentielle, etc. Il y a un climat nouveau de l'opinion des intellectuels en France, un esprit d'anti-marxisme et d'anti-soviétisme qui rendra difficile à quiconque de mobiliser une opposition intellectuelle significative à la politique américaine. On ne trouvera plus d'intellectuels français disposés à accorder leur soutien, comme c'était le cas naguère, à d'autres collègues devenus hostiles aux États-Unis sur des vastes sujets comme celui du désarmement. Tiens, nous voilà dans un domaine qui ne m'a pas l'air strictement académique et universitaire. L'antisoviétisme, en fait, est devenu le pivot de la légitimité dans les milieux de gauche, ce qui a affaibli l'anti-américanisme traditionnel des intellectuels de gauche et a permis à la culture américaine et même à la politique et à la politique économique américaine de trouver un écho nouveau. On n'est pas sous la présidence d'un représentant de l'éminente institution des French American Young Leaders, on est il y a 36 ans, vous voyez, à un moment où, de temps en temps, les Français, dans les colloques internationaux, parlaient encore la langue française. Bien, on avait donc, dans la première moitié des années 1980, engrangé les énormes succès déjà décelables dans les années 1990, et comme je me suis promis de répondre aux contraintes qui m'ont été fixées après un dépassement d'horaire marqué dans le précédent colloque, je vais peut-être réserver ma troisième partie. Alors, je le précise quand même, hein, il y a dans ce rapport de 22 pages une partie qui s'appelle « Les intellectuels français et les intérêts américains » et deux annexes respectivement consacrées aux aspects culturels de la pensée de la nouvelle droite, mais ça n'a pas d'importance parce que finalement c'était la gauche qui était la plus importante à l'espèce, et aux importants livres de Glucksmann et Lévy. Important livre de Glucksmann et Lévy que la CIA, dans sa souveraine analyse tout à fait détachée des choses,
permettait de voir lié à une offensive médiatique qui ne tenait pas tout aux qualités intellectuelles respectives de messieurs, ah pardon, pas messieurs, monsieur parce qu'il est mort, le premier Glucksmann, nous avons le suivant, et Lévy, c'est toujours le même, puisque vous savez qu'il officie encore. Alors, je réserve peut-être pour la discussion ce que j'ai appelé la marche triomphale de l'après-1989, qui n'a vu que se dérouler, évidemment, le tapis qui était déjà présenté par le rapport de la CIA en décembre 1985, la chute de l'Union soviétique ayant quand même beaucoup contribué à cet effondrement auquel s'est associé le gardien vigilant autrefois je dirais, de l'esprit critique et de la critique marxiste, hein, c'est-à-dire le Parti communiste français, dans la situation où nous nous trouvons depuis 1989, eh bien, a pu se déployer cet européanisme qui viendra peut-être dans la discussion et dont Fadi Kassem a montré un des aspects importants. Je rappelle, après ce qu'il a dit, que Le Monde, qui décidément intervient dans le débat académico-historique en permanence, que Le Monde nous a fait suivre la tribune de 2019, la tribune électorale, par une autre tribune qui a démontré, avec Sophie Queré, la personne qui m'a succédé à Paris 7, en quelque sorte une expiation de 13 ans très pénible. Sophie Queré a présenté avec Madame Wiewiórka, en effet, après la résolution européenne du 19 septembre 2019, a présenté les choses comme très claires, c'est-à-dire, en effet, que la cause directe de la Deuxième Guerre mondiale est le pacte de non-agression germano-soviétique du 23 août 1989. Comme nous l'ont dit ce matin nos collègues littéraires, tout ça n'a aucune importance parce qu'il n'est pas un étudiant qui viendra s'en plaindre. Ceux qui venaient suivre mes cours sur l'histoire de l'Europe, mes cours de concours de 2007-2009, cours que mon collègue Robert Franck avait voué à une contre-marche pédagogique du résultat du référendum de mai 2005. Les Français n'ayant pas très bien compris de quoi il s'agissait, il fallait que le corps enseignant leur enseignât à la génération suivante ce qu'il fallait comprendre de l'Europe. Eh bien, sauf les étudiants qui éventuellement vont suivre les cours d'un professeur absolument stigmatisé pour lui dire « Écoutez, on vient respirer chez vous parce qu'on sait bien qu'on ne pourra pas se servir de ce que vous nous avez raconté sur l'Europe, mais c'est pas grave, on respire quand même 2 heures par semaine », eh bien voilà où nous en sommes, et ce qui rend compréhensible le fait que nous ayons une historiographie de plus en plus strictement politisée, et qu'on peut dire, sans excès aucun, et pas du tout parce qu'on a la mentalité pétroleuse, on peut dire que nous avons aujourd'hui un enseignement académique, avec sa répercussion évidemment, je dirais, jusqu'à l'enseignement primaire. Nous avons un enseignement académique qui est un enseignement historique strictement politisé. Je terminerai par le fait que la situation française est en réalité très proche, malgré des apparences libérales qui ne tiennent qu'à la force conservée, mal conservée, sur un corps enseignant de plus en plus peuplé de précaires, à la force qu'a donné au corps enseignant le statut Maurice Thorez de novembre 1946 de la fonction publique, nous sommes victimes en réalité d'une chasse aux rouges qui, à beaucoup d'égards,
n'a pas grand-chose à envier à la chasse aux rouges américaine qui a été étudiée par une collègue américaine à laquelle je tiens à rendre hommage, bien qu'elle n'ait jamais eu non plus l'heure d'une traduction. Il s'agit d'Helen Schrecker, qui a fait 2 ouvrages que je vous recommande vivement, qui un jour, j'espère, trouveront traduction. D'une part, un ouvrage de 1986, dont je traduis d'emblée le titre, Pas de tour d'ivoire, le macartisme et les universités, et un autre ouvrage déchirant, bien que fort scientifique, qui s'appelle Si nombreux sont les crimes, le macartisme en Amérique. Tout ceci pour dire tout de même qu'elle a eu droit à des presses universitaires de qualité. La première fois à l'Oxford University Press, c'est-à-dire l'Oxford de Harvard, et la deuxième fois à la Princeton University, c'est-à-dire aux presses universitaires de 2 universités qui appartiennent à la Ligue du Lierre, qui réunit, vous le savez, les plus anciennes et les plus prestigieuses. Bon, j'ai quand même un peu dépassé, mais pas beaucoup. Hein.